Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Actus F1 de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire pour avoir toutes les news sur la Formule 1 et on perd pas de temps, il y a énormément d'actualités à découvrir cette semaine. Mais où va la F1 ? La constitution du calendrier du championnat du monde de Formule 1 2023 est un enjeu majeur que l'on suit avec attention depuis le début de cette saison et on essaye aussi de voir à plus long terme à quoi ressemblera le championnat, quelles seront les courses, quels seront les circuits, quelles seront les localisations, où ira-t-on pour faire des grands prix. Et on a encore du nouveau cette semaine, donc je vous propose une petite mise au point globale. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas forcément extrêmement bien la Formule 1 ou qui ne comprennent pas les enjeux autour du calendrier, il faut savoir que la Formule 1 est un sport très attractif et l'est de plus en plus depuis quelques années. On a eu vraiment une explosion de la Formule 1 en termes de popularité et donc de très nombreux pays ont envie d'organiser un Grand Prix pour les retombées que cela aura. La Formule 1 doit donc composer entre de nouvelles destinations qui apportent énormément d'argent, avec un intérêt tout à fait différent, mais qui peut être assez intéressant, et les destinations historiques, les grands prix qui ont fait l'histoire du championnat du monde de Formule 1, mais qui sont parfois un petit peu moins capables d'aligner de l'argent, et en prenant en compte les préoccupations que la F1 met aujourd'hui en avant, c'est-à-dire que, je vous le rappelle, le sport est censé être totalement neutre en carbone d'ici 2030. Donc il y a du gros travail à faire pour éviter des situations telles que l'on vit cette semaine, c'est-à-dire qu'on a eu un Grand Prix d'Azerbaïdjan le week-end dernier et que ce week-end on est au Canada. Prochaine course sera d'ailleurs au Royaume-Uni, donc ça n'a aucun sens. Il faut réorganiser le calendrier géographiquement en fonction des destinations. Je vous rappelle qu'il y a 1 mois et demi, on était à Miami, puis on est revenu en Europe. Enfin bon, il y a des allers-retours qui clairement ne peuvent plus continuer ainsi. Donc il faut réorganiser ce calendrier, tout en prenant en compte le fait que les puristes et les pilotes d'ailleurs préfèrent quand il y a moins de grands prix. Pourquoi ? Parce qu'un championnat du monde de Formule 1 c'est assez sélectif, un abandon c'est censé vous coûter extrêmement cher, et puis ne serait-ce que pour les organismes au-delà des pilotes, de toutes les équipes de mécaniciens qui, rendez-vous compte, doivent à l'heure actuelle passer 22 week-ends, sachant qu'un week-end ça va du jeudi au lundi, en dehors de leur famille. Déjà qu'ils bossent très dur à l'usine toute l'année, ils doivent en plus faire de très nombreux déplacements. Ça commence vraiment à être très surchargé comme calendrier. On avait prévu 23 courses cette année, 22 finalement auront lieu après l'annulation du Grand Prix de Russie. Et je vous rappelle que la limite maximale pour l'instant, on est plutôt à 25 Grands Prix. On a bien compris que l'on ne retrouverait jamais ce calendrier entre 16 et 19 courses, mais on espérait au moins qu'on essayerait de composer avec les Grands Prix actuels et les propositions qu'il y a, quand, d'un coup, ce vendredi, Stefano Domenicali nous sort dans l'équipe. Vous n'êtes sans doute pas au courant, mais il y a un projet incroyable avec Nice qui veut un Grand Prix. Il y a d'autres choses qui pourraient arriver très prochainement. D'ici à fin juillet, vous en saurez plus sur le futur de votre Grand Prix. Alors même qu'on essaye de préserver Monaco, surtout le joyau de la Formule 1, ainsi que le Grand Prix de France, qui tous les deux, je vous le rappelle, n'ont pas encore de contrat pour l'année prochaine, Domenicali nous sort que un Grand Prix à Nice, entre les deux circuits, littéralement. Pourquoi il n'y a pas besoin d'aller faire ça ? Ça ferait encore un Grand Prix en ville, encore sur le bord de la mer. Non, je suis désolé Stefano, on avait beaucoup d'espoir quand il est arrivé à la tête de la Formule 1 en se disant que c'était un ancien patron de Ferrari, il viendrait avec le sportif en avant. Disons qu'il aime bien l'argent finalement, Stefano Domenicali, c'est le premier à plonger sur des contrats lucratifs, si bien que cette semaine Melbourne a été renouvelé, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, le Grand Prix d'Australie on espérait pouvoir le garder un peu plus longtemps au calendrier, mais accrochez-vous bien, jusqu'en 2035, c'est complètement aberrant, je suis désolé, mais où en sera la Formule 1 en 2035 ? Où en sera même le monde en 2035 ? Quelle sera la situation ? C'est juste pas viable de signer des contrats aussi longs, honnêtement. J'aime bien l'Australie, pourtant, vraiment, je veux bien faire preuve de bonne foi et tout ce que vous voulez, mais 2035, ça commence à faire vraiment beaucoup, sachant que ce n'est pas la première fois. En effet, 6 Grands Prix ont maintenant un contrat allant au-delà de 2030, rendez-vous compte, et il n'y en a, bien sûr, aucun Grand Prix historique, aucun Grand Prix qui a fait l'histoire de la Formule 1. Bon, alors, à des échelles différentes, c'est-à-dire qu'on a par exemple Bahreïn et l'Australie qui sont renouvelés jusqu'en 2036-2035, là on est quand même sur des circuits qui commencent à avoir une certaine histoire avec la Formule 1, voilà, ils sont quand même au calendrier depuis assez longtemps, Bahreïn c'est 2004, Melbourne si je me trompe pas c'est 96 ou 97, donc voilà, ça commence à faire quelques années. En revanche, à côté on a l'Arabie Saoudite, Miami, le Qatar pour 2031, 32, 33, désolé mais ces Grands Prix, il y a eu qu'une édition ou deux pour l'Arabie Saoudite.
Elles n'ont pas toutes été convaincantes, hein, je suis désolé, mais à des échelles différentes, il y a eu de très très nombreux problèmes avec ces courses. Mais le pire, c'est qu'avant même de voir si le premier Grand Prix était une réussite, ils avaient signé pour plus de 10 ans. Voilà, on fait un petit peu un doigt d'honneur à l'histoire de la Formule 1. Je note même plus Abu Dhabi qui a un contrat jusqu'en 2030 pour être en plus la manche finale du calendrier. Hein. Voilà, Abu Dhabi, il s'est passé des choses, est-ce que vous voulez ? Enfin bon, la dernière manche à Interlagos, ça avait quand même de la gueule, je suis désolé. Donc voilà, on est clairement sur un calendrier qui laisse de plus en plus de place à l'argent et de moins en moins aux Grands Prix historiques. Justement, à l'inverse, si on regarde les Grands Prix qui n'ont pas encore de contrat pour l'année prochaine ou alors dont on ne connaît pas tout à fait les termes du contrat, on va retrouver quasiment que des Grands Prix historiques. Je commence avec l'Autriche. Pour le coup, là, ça devrait rester au calendrier, on n'a juste pas d'officialisation. Mais quand même faire attention hein, sur ce Grand Prix que tout le monde adore, vraiment il fait l'unanimité. Attention donc à ce qu'ils ne disparaissent pas. On a des noms qui sont revenus mais qui dans l'histoire de la Formule 1 ont quand même une certaine importance, à l'image du Mexique, des Pays-Bas ou encore plus de la France qui a quand même une place importante dans l'histoire de la Formule 1 et surtout du sport automobile. Un Grand Prix de France c'est quelque chose d'important, mais surtout, et alors là je trouve ça complètement aberrant qu'il n'ait pas encore de contrat en juin 2022 pour 2023, on retrouve forcément la Belgique, le Grand Prix de Spa-Francorchamps et le Grand Prix de Monaco. Dans l'histoire de la Formule 1, vous avez 4-5 Grands Prix qui sont les plus historiques. Vous avez justement Belgique, Monaco, à côté des Silverstone ou Monza par exemple. On est clairement sur des Grands Prix complètement dingues que tout le monde adore. Bon, Monaco, d'accord, c'est un peu discutable pour des raisons différentes, mais Spa, je vois pas qui ne veut pas du Grand Prix de Belgique. Même le Grand Prix de Monaco, en réalité, énormément de monde veut le conserver. Le problème, c'est bien évidemment l'argent. Quand Monaco paye 5 fois moins que l'Arabie Saoudite pour être au calendrier de la Formule 1, forcément, pour des patrons qui essayent de faire rentrer de l'argent, c'est un petit peu moins intéressant. Maintenant, voilà, attention à ne pas oublier l'ADN de ce sport. Si on voit quand même le côté positif, il ne faut pas oublier que tout cela veut dire que la Formule 1 est un sport de plus en plus attractif, que de nombreux pays veulent avoir leur Grand Prix et on a quasiment un prétendant chaque semaine en ce moment, c'est assez impressionnant. On a eu par exemple l'Afrique du Sud qui s'est réellement positionné cette semaine. Stefano Domenicali est allé en Afrique du Sud pour discuter d'un potentiel retour à Kyalami. Là par exemple ce serait une bonne chose, mais la différence entre ce circuit plus historique, parce qu'on a été à Kyalami jusque dans les années 90, mais la différence, c'est que on est sur un circuit qui va potentiellement avoir les moyens de revenir. Et vous voyez même d'ailleurs d'autres Grands Prix historiques qui sont beaucoup moins menacés. Je prends par exemple la Hongrie, qui a un contrat jusqu'en 2027, alors que bon, même si on aime bien la Hongrie, première victoire d'Esteban Ocon, tout ça, c'est quand même pas le circuit où il y a toujours le plus d'action, mais c'est un circuit assez historique dans l'histoire de la Formule 1, de plus en plus au fil des années, et qui a un contrat donc pendant encore très longtemps, parce que eux ont les moyens de garder la Formule 1. Voilà donc pour cette petite mise au point sur le calendrier 2023 de Formule 1 et surtout sur les enjeux, le pourquoi du comment certains Grands Prix historiques ne sont toujours pas renouvelés. Et d'ailleurs, si on commence à entendre de plus en plus que ça sent mauvais, notamment pour Spa ou pour la France, il pourrait y avoir une solution intermédiaire qui soit trouvée, ce serait la tenue d'un Grand Prix une année sur deux. Pour la France, ça deviendrait presque la meilleure solution parce qu'on n'a vraiment pas l'impression que le Grand Prix de France va rester de manière permanente au calendrier de la F1, même si j'adorerais, ça commence à être de plus en plus compliqué. Une alternance entre Spa et la France, ça ferait vraiment mal parce que on a besoin des deux circuits au calendrier. Surtout Spa, même si j'adore le Grand Prix de France, mais Spa est clairement un indispensable. Donc voilà, on surveillera avec attention de quoi sera constitué ce calendrier 2023 de Formule 1, en espérant que Stefano Domenicali, quand même, qui connaît bien la Formule 1, n'oublie pas l'ADN de ce sport. 300 à l'heure, on va aller plus vite sur le reste des actualités F1 de cette semaine et l'actualité qui a fait beaucoup parler au Grand Prix d'Azerbaïdjan, c'est le fameux rebond des voitures, des monoplaces qui commence à être un petit peu trop. Les pilotes, ça y est, ont commencé à s'en plaindre. D'après Toto Wolff, tous étaient d'accord pour trouver une solution et mettre fin à ce problème, sauf un, bien évidemment, l'irréductible Fernando Alonso. Le pilote qui a la carrière la plus longue dans l'histoire de la Formule 1 estime que lui, ça ne lui pose pas plus problème que ça. Mais si on prend par exemple George Russell, qui représente les pilotes puisqu'il est à la tête du GPDA, donc l'association des pilotes, il estimait lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan qu'il pensait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'un incident majeur ne se produise et que beaucoup d'entre eux arrivent à peine à garder la voiture en ligne droite sur ses bosses, les bosses du Grand Prix d'Azerbaïdjan, qui s'ajoutent donc au fameux problème du rebond, du marsouinage ou du pompage. On en a beaucoup parlé de ce souci, j'ai pas vraiment le temps de vous refaire une mise au point, mais il est inhérent au retour de l'effet de sol en 2022.
et on voit que certaines écuries sont beaucoup plus touchées que d'autres, à l'image de Mercedes qui en souffre énormément. Eh bien la FIA a décidé de prendre une décision. C'est bien, on voit qu'ils écoutent les pilotes et ils ont aussi écouté les médecins de la FIA d'après ce qu'ils nous ont dit, et donc on va essayer de limiter le rebond sans pour autant impérativement imposer des choses aux écuries, donc c'est plutôt une bonne chose. On va juste surveiller que peu importe comment vous vous débrouillez, ça ne rebondit plus, et pour cela on va instaurer une limite d'oscillation verticale. Donc en gros ils vont juste surveiller pendant les séances d'essai si la voiture rebondit trop, et auquel cas ils pourraient demander aux écuries de rehausser la garde au sol de 10 mm. Donc ça résoudrait le problème, ça ferait perdre de la performance aux écuries, mais on sait très bien qu'elles ne vont pas le faire d'elles-mêmes. De base on aurait pu penser que c'est quelque chose qui aurait été favorable à Mercedes, puisque c'est eux qui poussent pour qu'on trouve un problème à cette solution, mais c'est ce qui est plutôt bien dans cet accord, c'est qu'au final ça ne va pas favoriser spécialement une écurie ou une autre, enfin en l'occurrence si, mais ça ne va pas spécialement favoriser des écuries qui en souffraient et les rapprocher d'un coup des écuries de pointe. Au contraire, on va laisser les écuries régler le souci par elles-mêmes, et si elles n'en sont pas capables, eh bien il faudra utiliser cette solution de rehausser la garde au sol, mais donc ça va donner un avantage en fait à ceux qui sont capables le mieux de comprendre leur monoplace et de la faire évoluer sans mettre en danger leur pilote. Attention à Red Bull là-dedans, qui a trouvé très rapidement une solution au marsouinage, contrairement par exemple à Ferrari qui eux s'accommodent du fait de rebondir. Ça pourrait être en fait une règle qui avantage Red Bull et désavantage Mercedes en termes de performance, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. En tout cas pour la santé des pilotes, c'était clairement la bonne décision à prendre. La guerre du développement continue en cette saison 2022 de Formule 1, on vous l'avait dit, avec une nouvelle réglementation, les monoplaces allaient avoir énormément de potentiel à débloquer, et donc on voit que les écuries apportent de plus en plus d'améliorations au fil des Grands Prix. C'était le cas par exemple d'Alpine à Bakou qui a apporté de grosses améliorations. Malgré tout, ça ne fonctionne pas toujours, on peut avoir certaines écuries qui gaspillent de l'argent en se trompant, en faisant des mauvais calculs. Et c'est pourquoi certains estiment que finalement la solution de sécurité c'est peut-être plutôt d'optimiser ce qu'ils ont actuellement avant d'essayer d'améliorer. C'est le cas notamment de Haas qui ne va pas apporter d'amélioration avant cet été, enfin on le savait déjà. Bon, Haas c'est aussi pour des raisons financières, ça devait finalement arriver pour le Grand Prix de France, leurs premières améliorations, et finalement ils ont annoncé qu'il y aurait une seule grosse amélioration majeure cette saison, ce serait en Hongrie. Si elle arrive vraiment en Hongrie c'est pas mal parce que c'est la dernière course avant la pause, donc vous avez vraiment le temps de tester, de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, pour éventuellement corriger pendant l'été et ensuite terminer la saison avec ce que vous avez avant de vous concentrer sur le développement de la prochaine monoplace. La prochaine monoplace, justement, certaines écuries commencent déjà à y penser, à l'image de Mercedes qui pourrait abandonner son concept sans ponton. Un concept qui a finalement semblé marcher à Barcelone, mais qui depuis n'a plus fonctionné. Mercedes qui va tout de même attendre un petit peu d'autres circuits, de continuer de le tester, de voir s'il y a moyen de débloquer de la performance, mais on commence à être à un moment où on va pencher sur la monoplace de 2023, et c'est le moment de décider si oui ou non Mercedes abandonne son concept sans ponton, et il semblerait que ça puisse en prendre la direction. En tout cas pour l'instant Mercedes n'a pas réussi à le faire fonctionner à part à Barcelone et donc pourrait décider de l'abandonner. Une autre écurie qui a admis que son concept était manqué, c'est Williams, voilà, qui est dernière du championnat du monde des constructeurs et qui se rend bien compte qu'il va falloir faire quelque chose de différent. Il penche déjà sur un tout nouveau concept, on ne sait pas encore s'il arrivera plutôt vers la deuxième partie de saison ou si c'est pour l'année prochaine, mais en tout cas Williams sait qu'il va falloir faire les choses différemment pour remonter dans le classement à l'avenir. Par ailleurs, la course au développement pourrait-elle être le seul moyen pour Ferrari d'inverser la tendance après avoir un petit peu dominé le début de saison, notamment avec 2 victoires en 3 courses pour Charles Leclerc. Red Bull a apporté d'importantes améliorations à Imola et a largement repris le dessus. Ferrari n'a toujours pas pu voir le fruit de ces améliorations à Barcelone, puisqu'en 3 Grands Prix, ils ont eu 3 abandons pour leurs 6 monoplaces du coup, avec en plus une stratégie ratée pour Charles Leclerc à Monaco. Donc on a gâché beaucoup d'opportunités de la part de Ferrari, ce qui nous donne des stats assez effrayantes depuis les 4 dernières courses. Red Bull a inscrit 166 points sur 176 possibles, quand Ferrari n'en a inscrit dans le même temps que 78, presque 100 de moins que leurs rivaux et même 6 de moins que Mercedes. Ferrari a donc carrément lâché du terrain sur l'écurie derrière qui pourtant en termes de performance Mercedes est quand même largement en dessous. Il y a peut-être
qu'une course au développement qui pourrait leur permettre de réinverser la tendance dans cette deuxième moitié de saison 2022 de Formule 1, parce que là Red Bull a pris un sacré ascendant, 80 points au championnat du monde des constructeurs. Leurs 2 pilotes sont en tête du championnat du monde des pilotes, ça n'était plus arrivé depuis le Grand Prix de Belgique 2011, c'est dire, ça remonte quand même il y a un petit bout de temps, à l'époque où Red Bull dominait largement la Formule 1. Ça commence donc à être de plus en plus compliqué pour Ferrari, d'autant qu'avec 2 abandons en 3 courses, Charles Leclerc va devoir prendre des pénalités moteurs et ça pourrait commencer dès ce week-end avec potentiellement un nouveau turbo qui engendrerait 10 places de pénalité sur la grille. Je vous le rappelle, en Formule 1, vous avez un certain nombre d'éléments autorisés par saison pour par exemple les éléments du moteur. Donc pour le turbo, c'est 2 éléments maximum et si vous en prenez un 3e, eh bien ce sera 10 places de pénalité sur la grille. Au-delà de 1 de plus, ce ne sera que 5 places par élément supplémentaire. Mais voilà, il y a eu de la casse chez Ferrari, ça va engendrer des pénalités. Si on en prend dès la 9e course de la saison, on peut imaginer qu'il y en aura d'autres plus tard dans l'année. Donc clairement pour Ferrari, il va falloir reprendre un sacré ascendant s'ils veulent encore espérer se battre pour le titre. Apporter des améliorations et se battre dans cette fameuse course au développement dont on parle aujourd'hui, ça coûte très cher et après Christian Horner et Mattia Binotto, c'est au tour d'Andreas Seidl de monter au créneau. Quant au plafond budgétaire, il estime que McLaren ne peut plus le respecter cette saison. Je vous le rappelle, les dépenses des écuries de Formule 1 sont limitées cette année à 140 millions de dollars sur l'année et avec l'inflation, eh bien les écuries ne sont plus capables de respecter ces coûts, les prix ont augmenté et en parallèle ils ont continué d'apporter énormément d'améliorations, ils n'ont pas la moindre envie de diminuer leurs dépenses et donc ils se battent désormais pour que ce plafond soit rehaussé, à voir si la FIA va entre guillemets céder et donc rehausser ce plafond, ce qui désavantagerait les plus petites équipes qui déjà ne l'atteignent pas, ou alors s'ils vont les laisser se débrouiller et auquel cas il faudra peut-être d'un coup pour les grosses écuries arrêter d'apporter des améliorations pour pouvoir ne serait-ce que se rendre à tous les grands prix jusqu'à la fin de l'année. C'est le début de l'été, les rumeurs commencent à partir dans tous les sens et on commence à essayer de réfléchir à la grille de l'année prochaine. Je vous le rappelle, on a parlé il y a 2 semaines de l'avenir de Pierre Gasly avec la prolongation de contrat de Sergio Pérez. Je vous laisse aller voir l'émission si vous voulez en savoir plus. Mais le Français a déclaré cette semaine qu'au-delà de 2023, il considère toutes les options, il doit en parler avec Helmut Marko, mais ses ambitions ne se limitent pas à se battre pour le top 10, ce n'est pas pour ça qu'il travaille tous les jours et il veut se battre devant. On comprend bien évidemment la position du Français qui laisse sous-entendre donc qu'il pourrait prolonger d'1 an pour AlphaTauri avant de considérer toutes les options pour la suite. De toute façon pour Pierre Gasly, c'est évident qu'il va falloir quitter le giron Red Bull. Il a un contrat avec justement l'entité Red Bull jusqu'à fin 2023, avec l'écurie AlphaTauri seulement jusqu'à fin 2022. Donc voilà, si une grosse opportunité se présente dès cette année, c'est-à-dire McLaren ou qui sait même Mercedes, il faudrait sauter dessus et sinon attendre fin 2023. Mais là, clairement, il faudra bouger parce que sinon, Pierre Gasly ne pourra jamais atteindre les ambitions qui sont les siennes. En Formule 1, il n'y a que 20 baquets et des pilotes qui mériteraient d'être dans le sport. Il y en a plus que ça, à l'image d'un Oscar Piastri, champion de Formule 2 en titre, un déchirement quand on a appris qu'il n'aurait pas de baquet pour la saison 2022. Il le mérite largement, mais l'Australien pourrait rebondir et arriver dans le sport dès 2023. Je vous le rappelle, il a eu des complications parce qu'il est pilote Alpine et qu'Alpine a quand même Esteban Ocon et Fernando Alonso, c'est pas rien. Et donc si jamais l'écurie française prolongeait le pilote espagnol, Ocon et son contrat jusqu'en 2024, je vous le rappelle, la rumeur enverrait Oscar Piastri chez Williams pour 2 ans, 2023-2024, et on parle même d'une annonce dès le début de l'été. Il y a eu des rumeurs comme quoi on pourrait en savoir plus sur son futur à Silverstone. Le pilote managé par Mark Webber en tout cas commence à voir les portes de la F1 s'entrouvrir, et ce serait vraiment une bonne chose parce qu'il le mérite largement. En revanche, on a d'autres pilotes dans une situation beaucoup plus délicate. Piastri viendrait remplacer Latifi s'il arrivait en Formule 1 et non pas Alexander Albon, ce qui permettrait à Williams de se détacher un petit peu de Mercedes, parce qu'on a vu avec George Russell pendant des années dans leur écurie que les liens étaient de plus en plus forts. Williams est motorisé par Mercedes. Avoir un pilote Red Bull, un pilote Alpine, ça leur permettrait de diversifier un petit peu, et d'un autre côté, Nicolas Latifi pourrait être poussé vers la sortie après un début de saison assez catastrophique. Il est le seul à ne toujours pas avoir inscrit de points en Formule 1 cette saison, avec Mick Schumacher lui aussi en très grosse difficulté après de nombreux crashs également cette saison. Il a toujours le soutien de Günther Steiner, mais qui veut, le patron de l'écurie Haas, que son pilote performe et arrête également de cracher des monoplaces. Donc voilà, on veut continuer d'accompagner Mick Schumacher, mais on sent une petite pression qui commence à monter. L'avenir en Formule 1 du fils du septuple champion du monde n'est pas garanti.
Beaucoup d'actualités cette semaine et je termine avec deux petites infos bonus. Vous pouvez designer le casque d'Esteban Ocon pour le Grand Prix de France de Formule 1. Dépêchez-vous, voici le template qu'il a proposé, mais dépêchez-vous parce qu'il a posté ça il y a une semaine maintenant, donc je sais pas quand est-ce qu'il va faire le choix, mais ça ne devrait plus tarder. Esteban Ocon qui laisse donc aux fans la possibilité de designer son casque pour le Grand Prix de France. Honnêtement, ça peut être une très bonne chose. On sait qu'on est généralement très inventif du côté de la communauté F1, donc ça pourrait donner un très beau résultat. Et l'autre information, on en avait parlé il y a quelques semaines, comme quoi ça pourrait potentiellement arriver. Et bien c'est fait, Lewis Hamilton devient citoyen d'honneur du Brésil. Il adore ce pays, son idole c'est bien sûr Ayrton Senna. C'est une grande distinction pour lui qui a produit l'une de ses plus belles courses l'année dernière au Brésil en 2021, un moment de communion avec le public assez incroyable. Un pilote qui, on le sait, quand il est arrivé en Formule 1, avait eu de grosses difficultés avec ce pays. Il y avait eu carrément des insultes racistes dans les tribunes, donc voilà, c'est clairement une très belle rédemption, une très belle revanche pour Lewis Hamilton, qui n'en veut pas du tout aux supporters, qui adorent ce pays. Et voilà, la distinction et le clin d'œil en plus par rapport à son idole Ayrton Senna est très sympa. Voilà pour les news donc de cette semaine. Je vous propose maintenant de jeter un petit coup d'œil dans le rétro avant le programme de ce week-end. Si je vous dis Robert Kubica, vous n'avez pas du tout la même réaction selon que vous ayez commencé à suivre la F1 récemment ou il y a plus d'une quinzaine d'années maintenant. Robert Kubica, si vous venez un petit peu de découvrir la F1, soit vous ne le connaissez pas, soit c'était le pilote qui était en toute fond de peloton derrière George Russell avec la Williams de 2019 et qui était en grosse galère. En revanche, si vous connaissez son histoire, vous savez à quel point c'était un potentiel futur champion du monde avec un talent incroyable. Robert Kubica fait ses débuts en Formule 1 en 2006 avec BMW Sauber. Il est pilote de réserve aux côtés d'un certain Sebastian Vettel. Il impressionne à cette époque par ses performances en essai libre par rapport à Jacques Villeneuve, champion du monde 1997, ainsi que Nick Heidfeld, étoile montante là aussi de la Formule 1. Il va faire ses débuts en remplacement de Villeneuve au Grand Prix de Hongrie 2006 et son remplacement définitif est annoncé dès le lendemain de la course. Robert Kubica séduit assez rapidement. Ses débuts sont très prometteurs à côté d'un coéquipier Nick Heidfeld dont on prédit qu'il sera l'un des futurs grands de la Formule 1. Et en 2007, il commence à signer de vraies bonnes performances prometteuses dans le haut du milieu de peloton. Ça se passe plutôt bien jusqu'au Grand Prix du Canada où il va subir un énorme accident. Heureusement, il s'en sort plutôt bien dans ce crash, il ne ratera qu'un Grand Prix, sera remplacé d'ailleurs par Sebastian Vettel, mais terminera la saison et continuera d'afficher de belles performances. En 2008, la BMW Sauber commence à être vraiment de plus en plus performante, on commence à entrevoir les podiums pour l'écurie basée à Hinwil. Quand on est de retour, ça y est, au Canada, là où un an plus tôt, Lewis Hamilton avait signé sa première victoire en Formule 1, le Britannique est de nouveau en pole position, mais cette fois accompagné en première ligne par le Polonais Robert Kubica, qui a une revanche à prendre sur ce circuit. Si Hamilton commence à creuser un petit écart en début de course au moment de la première vague d'arrêt au stand, événement invraisemblable, le feu est rouge à la sortie de la voie des stands, les pilotes s'arrêtent, mais Lewis Hamilton ne l'a pas vu. Les principaux adversaires de Kubica pour la victoire viennent de s'auto-éliminer. Ils ressortent certes dans le peloton, mais sur une stratégie légèrement décalée. À l'époque, on fait encore le plein en essence. Donc certains pilotes ont une voiture plus légère, d'autres une voiture plus lourde, se sont arrêtés plus ou moins longtemps. Bref, il y a de grosses différences de vitesse et on y verra plus clair que dans la suite de la course. Ça semble être un bon jour pour BMW. De fait, Kubica était deuxième sur la grille de départ et on vient d'éliminer le poleman. Et Nick Heidfeld qui a porté le projet BMW Sauber, qui incarnait celui-ci, qui attendait cette première victoire en Formule 1 à rapporter à cette écurie, qui attendait le jour où il pourrait se battre pour un titre, se fait doubler en piste par son jeune coéquipier. Petit coup de massue sur la tête, d'autant que Kubica va aller prendre la tête de la course et creuser un écart sur une stratégie décalée. Lorsqu'il s'arrête au stand, il a plus de 25 secondes d'avance et ressort en tête. La course n'échappera pas à Robert Kubica, c'est la seule et unique victoire de l'histoire de la collaboration BMW Sauber. C'est un doublé pour l'écurie, mais qui fait mal à Nick Heidfeld. En revanche, du côté de Robert Kubica, c'est la rédemption. Un an après son énorme crash, le Polonais s'impose, victoire incroyable. Et malheureusement, ce sera la seule victoire de sa carrière. Il se battra de manière admirable lors de toute la saison 2008, mais pour une raison un petit peu particulière, BMW choisit d'abandonner d'un coup le développement de la voiture de 2008. Leur objectif en Formule 1 était d'obtenir une victoire
Peut-être pas plus finalement, et ils ont choisi de se concentrer sur 2009 où il devait y avoir un changement de réglementation. Kubica se retrouve donc distancé. Il est malgré tout dans la course pour le titre jusqu'à 2 Grands Prix de l'arrivée, mais ne pourra pas s'imposer dans cette saison 2008 complètement folle où Hamilton s'impose dans le dernier virage du dernier tour de la dernière course du championnat. Quant à Robert Kubica et Nick Heidfeld, eh bien en 2009 la BMW sera ratée et BMW va carrément se retirer de son engagement, laisser Sauber toute seule. Et là d'un coup, c'est une grosse chute. Kubica essayera de rebondir chez Renault. Ça se passera bien d'ailleurs. On sait toujours qu'il a du talent. Il va le montrer. Il va monter sur le podium. Mais il subira un accident en rallye en 2011. Ce grave accident rend sa main droite quasiment impuissante. Il ne peut quasiment plus s'en servir. Et malgré tout, il réussira l'un des comebacks les plus fous de l'histoire de la discipline en revenant en F1 en 2019. Les performances ne seront pas dingues, même s'il mettra 1 point pour Williams au Grand Prix d'Allemagne 2019. L'histoire est quand même magnifique et c'est finalement un jeune talent qui n'aura pas pu prouver toute l'étendue de ses capacités. Il aurait peut-être mérité un titre mondial, il en avait probablement le niveau, à l'image d'un Nick Heidfeld qui lui aussi avait le niveau pour gagner des Grands Prix de Formule 1. Sa carrière subira un gros stop après l'aventure BMW Sauber, il reviendra, faudra même un podium dès son retour avec Lotus, mais n'aura plus l'occasion de montrer ce potentiel qu'on lui prédisait et fera partie des oubliés de l'histoire de la Formule 1. Hey, wake your ass up. Let's go. It's race time. Le programme de cette semaine, et après la rétro, et on en a même un petit peu parlé juste avant, c'est ce week-end le Grand Prix du Canada, qu'on ne suivra malheureusement pas en direct sur cette chaîne. Ça va être compliqué en termes d'horaire puisque vous avez la qualification à 22h ce samedi et la course à 20h ce dimanche. En même temps que les résultats des élections législatives, c'est parfait pour nous. Et vous pourrez également suivre le Grand Prix d'Allemagne de MotoGP, départ fixé dimanche à 14h. Et tout ça, ça se passe forcément comme d'habitude sur les antennes de Canal+. Sur ce, eh bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter. On se retrouve comme d'habitude chaque semaine pour les actus F1. Vous avez le condensé de toutes les news en une seule vidéo. D'ici là, eh bien, écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.